BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Sébastien Fraisse, le président du directoire du groupe Indigo. Bonsoir, Sébastien Fraisse. Madame Chevrillon. Merci d'être là. On va rappeler qu'Indigo, c'est ex-Vinci Park. Hein. Il y a très longtemps. Mais. Il y a très très longtemps. Mais parce que Vinci, comme ça, on connaît. On dirait tout le monde connaît Indigo. Mais justement, vous êtes le leader mondial du stationnement. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment, le stationnement, la mobilité urbaine, la transformation des villes et surtout la transformation des centres-villes, c'est au cœur des élections municipale. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être là, parce que je trouvais ça intéressant de voir, vous nous racontiez un peu quels sont les enjeux. En deux mots, Indigo, c'est leader mondial. Dites-nous combien. Oui, Indigo en France, est un très gros acteur du stationnement à travers le monde. On est présent dans une dizaine de pays, en Europe et sur le continent américain, du Brésil jusqu'au Canada. C'est à peu près 2800 parkings à travers le monde. C'est un petit peu moins de 10 000 collaborateurs également répartis dans le monde pour nos opérations. Et en France, c'est 700 parkings, 2500 collaborateurs, donc effectivement le numéro 1 du stationnement en France. Et on ne fait pas que du stationnement d'ailleurs, on a également d'autres activités un petit peu connexes, comme la recharge électrique, on pourra peut-être en dire un mot. Bien sûr. Ça fait partie des évolutions. Ça fait partie des enjeux, en tous les cas, de ce que vous demandent les maires, mais en même temps, tout ça, ça a un coût. Vos résultats, c'est dans un mois, donc vous ne pouvez pas trop peut-être juste 2025, une bonne année. Le chiffre d'affaires 2024 923 millions d'euros en 2024. On fera une belle progression en 2025. Effectivement, j'en suis désolé, je ne peux pas vous donner de chiffres. On connaît, on a l'habitude ici. Mais on a une année qui est plutôt bonne et sur l'ensemble de nos géographies, sur l'ensemble de nos métiers. Donc on est effectivement très satisfait, en dépit du contexte que vous savez sur le plan international. Voilà, ça n'affecte pas nos activités. Oui, vous, ça n'affecte pas vos activités. Vous avez de la chance. C'est pas comme mon invité d'hier, le président d'ADP des aéroports de Paris, parce que lui, évidemment, beaucoup plus affecté que vous. Sébastien Fraisse, je disais, c'est un enjeu pour les maires, ceux qui veulent se faire réélire, les autres. Expliquez-nous comment ça se passe un peu, justement. Qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment? Est-ce que vous rencontrez tous les candidats? Je ne sais pas, il y a une candidate à droite, on n'a pas le droit tellement de citer les noms, parce que sinon, on est obligé de citer tout le monde. Une candidate de droite à Paris qui dit qu'elle voudrait mettre les prix des stationnements tous les mêmes en surface. Expliquez-nous un peu comment vous voyez ça à travers votre prisme. Alors, ce qui est vrai, donc sur la France, c'est un moment important, y compris pour le groupe, puisque, comme vous l'avez souligné, nous, on exerce essentiellement nos métiers en ville. La majeure partie de nos parkings sont des concessions, des délégations de services publics, donc nous réalisons pour le compte des villes nos opérations. Nous rencontrons... C'est jamais en propre. Ça l'est en partie, on a une soixantaine de parkings dont on est propriétaire en France. Mais pour le reste, c'est très essentiellement des délégations de services publics ou des contrats que nous avons avec des une concession, un peu privés. comme fait votre maison mère, quoi. Voilà, pour les autoroutes notamment. Oui. C'est plus notre maison mère. Oui. Attention, absolument. Plus du groupe Vinci. Mais c'est une concession selon le même modèle, avec un engagement important de notre côté d'investissement, d'opérations sur la durée et de rendre le meilleur service. Je rajoute d'ailleurs, c'est très important à souligner que la tarification, qui est toujours un sujet sensible, elle est décidée par la ville. Et nous appliquons ce qui est prévu au contrat et qui a été mis en place par la ville. Et effectivement, le contexte est particulier. On va revenir là-dessus, parce que évidemment, nous, ça nous intéresse tous. Et on est tous consommateurs de vos parkings. Je sais bien. Que ce soit pour des vélos, des scooters ou encore des voitures, ou des voitures électriques. Ça, c'est un point très, très important. Donc, c'est une délégation de service public. Là, on vous dit, est-ce que les demandes sont de plus en plus fortes pour la création de nouveaux parkings Indigo ou pas, ou au contraire, parce que certains disent qu'il y a des municipalités qui font tellement la chasse aux voitures qu'ils ne souhaitent plus qu'il y ait de nouveaux parkings. Vous avez raison de souligner que les situations sont extrêmement diverses. On opère encore une fois dans à peu près 200 villes en France. Entre la ville de Paris que vous avez mentionnée, la ville de Saint-Jean-de-Luz ou à Dieppe, en Normandie, évidemment, les demandes et les attentes ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on construit encore des parkings? La réponse est oui, chaque année. On a encore inauguré récemment un nouveau parking sur la station de ski de Tignes. Est-ce qu'on a construit récemment des parkings à Paris? La réponse est non. Il y a fort longtemps qu'on ne construit plus de parking à Paris. Non, pas plus du tout. Oui. Quasi plus, en tout cas plus en parking public. Il peut y avoir encore des parkings sous des projets immobiliers, mais globalement, de toute façon, à Paris, l'offre est largement suffisante par rapport à la demande. Et donc, la question n'est pas véritablement... Mais vous en construisez plus parce que la mairie vous dit niet, ou vous faites des propositions ou... Non, là, on ne construit plus tout simplement. Il n'y a plus de parking à construire.
à Paris, c'est-à-dire qu'effectivement, la ville n'a pas de projet, Il n'y a pas de projet. de construire de nouveaux parkings, et elle a fondamentalement raison, il y a assez de parkings à Paris. Et donc, de toute façon, on aurait bien du mal, nous, s'il fallait construire un parking à Paris, à trouver un modèle économique, parce qu'évidemment, pour porter un investissement, il faut des recettes. Ok, alors, je disais, en introduction, c'est un enjeu pour les élections municipales. Alors, expliquez-nous les termes de cet enjeu. Finalement, on se retrouve au cœur de deux équations un peu différentes, mais qui se rejoignent sur nous. C'est les mobilités, c'est les déplacements, l'accessibilité au centre-ville, évidemment, le stationnement est un maillon clé de ces discussions, de ces réflexions. Et puis, un deuxième enjeu qui va concerner davantage peut-être les très grandes villes, mais pas que, qui est celui de la reconquête progressive de l'espace urbain. Moins de voitures en surface, plus de voitures en souterrain. Et donc, bien entendu, les expertises qui sont les nôtres peuvent permettre d'apporter des réponses pertinentes. Mais qu'appelez-vous la reconquête? Parce que ça, on n'est pas tellement dans cette optique-là aujourd'hui. Ah si, vous avez. Prenez le cas de Paris, il y a la réduction de la place de la voiture en surface. Qu'est-ce qu'on fait de ces nouvelles surfaces? Si on veut faire des squares, si on veut faire des terrasses pour les cafés, si on veut faire des pistes cyclables, il faut moins de voitures en surface. Où est-ce qu'on les met? Mais vous avez la même chose dans des villes moyennes. Saint-Jean-de-Luz, on parlait de parking à construire. On a construit un parking récemment à Saint-Jean-de-Luz avec une volonté forte de la ville, de reconquérir sa surface, plutôt que d'avoir des voitures à côté du magnifique port de Saint-Jean-de-Luz. Le maire a décidé, et son équipe ont décidé qu'il fallait enterrer les voitures. Et pour permettre l'accessibilité au cœur de la ville, tout en ayant des espaces de surface beaucoup plus qualitatifs avec des terrasses de café, on a dû construire un parking. Est-ce qu'il y a des maires, je ne sais pas, que ce soit des maires écolos, je ne sais pas, il y a des maires qui vous disent nous, on ne veut pas de parking, parce que de manière, on ne veut pas de voiture? Non, à cet extrême, non, vous n'avez pas, parce que la voiture, entre guillemets, c'est une réalité. Il y a un moment où vous avez besoin d'assurer l'accessibilité au centre-ville, pour le commerce, pour les résidents. Enfin, tout le monde est demandeur d'accessibilité. On voit toutes les enquêtes le montrent. Les citadins demandent un accès facile en ville, mais ils demandent en même temps, ça peut paraître contradictoire, mais on trouve des solutions, une ville plus apaisée avec moins de voitures en surface. Et donc, on n'a pas de discussion aussi radicale, je peux dire. C'est intéressant de voir, vous avez fait un sondage qui montre que le stationnement, c'est vraiment un sujet important pour les Français. Il y a 85% qui disent qu'ils utilisent régulièrement leur voiture, mais en revanche, ils disent, pour 51%, c'est un cauchemar absolument de se garer, de trouver une place. Donc, c'est devenu une espèce de hantise. En tout cas, c'est une appréhension. On a toujours peur de ne pas pouvoir se garer, et d'où le fait que certaines villes justement réfléchissent à améliorer l'offre, et d'autant plus que si on veut supprimer des places en surface, il faut trouver d'équivalent en souterrain. Encore une fois, effectivement, les chiffres que vous mentionnez sont importants. On a trop souvent une lecture très parisienne de la situation. Oui. La ville de Paris est un cas particulier. Il y a très peu de villes qui ont autant d'offres de transport en commun, il n'y en a même pas. Et donc, forcément, les solutions sont différentes ailleurs. Oui, mais en même temps, on voit bien l'enjeu des centres-villes. C'est vraiment, notamment dans les villes moyennes, dans les petites villes, c'est devenu une catastrophe parce que c'est des centres piétonniers. La voiture n'a plus accès. On voit ça aussi rue de Rivoli à Paris. Et que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne peuvent plus faire leurs courses parce qu'il faut porter ses paquets et tout. Donc, ils ne viennent plus au centre-ville. Ils préfèrent aller dans les grandes surfaces à l'extérieur de la ville, dans les périphéries de ville. Comment est-ce que c'est les sujets, vous en discutez avec les maires? Bien sûr qu'on en discute. Vous avez des solutions? Oui, parce qu'on essaie de contribuer en expliquant qu'effectivement, la création d'un plateau piétonné, c'est très sain, c'est très vertueux, et je pense que les citadins sont demandeurs de ça. Mais comment assurer en même temps cette accessibilité? Il faut des solutions de stationnement souterrain, aux bons endroits. Et je vous parlais du cas de Saint-Jean-de-Luz, c'est un parfait exemple. Je pense que les commerçants ne se plaignent pas du tout à Saint-Jean-de-Luz de la réalisation de cet ouvrage, parce que vous avez une accessibilité préservée dans un cadre de vie urbaine complètement amélioré. Et c'est finalement cette solution-là qu'on cherche à chaque fois. Mais dans des villes, par exemple, comme, je ne sais pas si vous êtes à Marseille, Toulouse, Lyon ou Bordeaux, là où il y a des maires écologistes, est-ce que c'est quoi leur logique? Qu'est-ce qu'ils vous demandent là? Parce que souvent, ça fait partie du programme du futur maire ou de celui qui aspire à l'être. Ce qui est vrai, c'est qu'on nous demande de réfléchir à la façon comment l'offre de stationnement peut permettre d'adresser un sujet qui est, vous avez cité le cas de Toulouse, vous connaissez bien Toulouse, la place du Capitole, on voit bien que c'est un endroit où circuler en voiture, c'est probablement plus à la mode. Plus récemment, la ville de Lille, où on va sur la piétonisation de Grand Place. Quand on connaît Grand Place, on trouve ça relativement évident. Et donc, les discussions qu'on a avec la ville, c'est simplement comment on fait
partant de cette situation pour permettre l'accès à cette grande place. Reste le problème du financement quand même. Ça coûte combien de faire un parking, je sais pas moi. La taille moyenne d'un parking, c'est quoi? C'est 400 places. C'est un peu le classique. Vous en avez beaucoup plus grandes et bien plus petits. C'est combien classique, vous dites le 400? En parking souterrain, il faut compter à la place entre 30, 40, 50 000 euros en fonction des difficultés techniques. Donc vous voyez, ça fait vite 50 000 euros, 400, ça fait 20 000. Ouais. Donc il faut avoir les moyens. Donc il faut avoir les moyens. C'est souvent très compliqué de rentabiliser un parking avec ses seules recettes. Donc souvent, les contrats que nous opérons sont des contrats dans lesquels non seulement il y a par exemple un parking à construire, mais il y a aussi tous les autres à exploiter qui apportent leur contribution, voire les recettes du stationnement en voirie. On est aussi opérateur de stationnement en voirie. Et donc c'est l'ensemble, j'allais dire, du complexe de stationnement local qui est mis dans nos mains pour permettre justement d'optimiser la situation. Alors vous disiez que c'est pas vous qui décidez le prix du parking, mais en même temps, alors en surface on voit bien, mais sauf si vous êtes en train de nous dire que parfois vous opérez aussi en surface. On opère aussi en surface, oui, c'est ça. Mais là encore, les tarifs sont fixés par la ville. Mais et par exemple, le prix, si je prends un abonnement d'un parking Indigo, c'est la ville qui fixe le tarif. Oui, absolument. Dans nos contrats, il y a des tarifs pour les différentes formules d'abonnement, parce qu'il y en a en général plusieurs, et ces tarifs, notre obligation, c'est bien entendu de les appliquer. D'accord, ok. Donc si on a à se plaindre, c'est pas à vous qu'il faut aller se plaindre, il faut aller se plaindre à son maire. Vous plaindre auprès d'Indigo et on vous apportera la réponse, mais effectivement, il est très rare qu'on ait la décision. Donc c'est vraiment vous, c'est vraiment la ville qui fixe le prix oui, et ce qui me paraît très bien et très sain, puisque la tarification est aussi un acte politique. Quel type de comportement je veux favoriser, quel type de comportement au contraire je veux éviter. La tarification est le moyen en général justement d'obtenir ces évolutions de comportement. Qu'est-ce qui vous demande aujourd'hui? Je repose ma question, alors ça c'est pour la prolonger, c'est-à-dire qu'il y a la question des voitures électriques, on voit que notamment à Paris on est assez en pointe finalement, donc il faut des recharges électriques pour vous, c'est une nouvelle activité. Ouais, absolument. Il faut des parkings à vélo, mais qui soient bien sécurisés, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut aussi des parkings à scooter, là je parle pour moi, mais vous voyez, qu'est-ce qui vous demande là, à 15 jours des élections? À 15 jours, il n'y a plus grand-chose qui se joue. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis pas mal d'années, ces derniers mois? C'est qu'effectivement, on fait évoluer progressivement nos ouvrages pour accueillir les nouvelles formes de mobilité. Vous l'avez cité, il y a 10 ans, on parlait quasi pas de véhicules électriques. Ouais. Ici ou là, une prise un peu perdue. On a désormais plus de 7000 points de charge en France dans nos ouvrages. Ça fait probablement de nous le premier opérateur de recharge électrique en milieu urbain. On a 12 000 à travers le monde. On a déployé depuis le Covid, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses après le Covid, mais on a déployé donc effectivement des nouvelles offres de parking sécurisés pour les vélos dans les parkings. Même chose, avant le Covid, est-ce qu'on imaginait faire descendre des vélos dans les parkings souterrains? Ça paraissait même baroque, y compris à nous, Indigo. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, qu'il y avait une attente. Les citadins, parisiens et autres, se sont équipés de vélos plutôt sophistiqués, plutôt onéreux, et ils ont envie d'avoir un service qui colle à cette nouvelle réalité avec de la sécurité. Donc on a mis en place donc ces grands parcs à vélo sécurisés dans nos parkings. Et donc sa première demande, peut-être première attente des territoires dans lesquels nous exerçons, des villes, c'est déjà que nos parkings évoluent avec les besoins. Et les besoins aujourd'hui en mobilité sont beaucoup plus larges qu'il y a 15 ans. Ce n'est pas simplement des voitures thermiques, c'est des voitures électriques. Des petites, des moyennes, des plus grosses, des vélos. Par exemple, à Paris, vous avez combien de bornes électriques de recharge? Sur Paris, on a à peu près 1 millier de bornes. Ouais. D'accord. Et en France? 7 000 en France. 7 000 points de charge, donc qui permettent d'accompagner, j'allais dire, de stimuler, de faciliter en tout cas la décarbonation des transports. Parce que dans toutes les enquêtes que l'on mène, ceux qui décident de ne pas passer à l'électrique, en général, pourquoi? Il y a la question du prix du véhicule, là on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a au moins toujours l'argument de j'ai peur de ne pas trouver à me charger, où sont les bornes, est-ce qu'elles sont disponibles, est-ce que le niveau de service est correct? Donc c'est là-dessus que nous on travaille, c'est notre responsabilité de faciliter, en tout cas de déverrouiller. Est-ce que vous allez faire des parkings qui soient totalement électriques, réservés pour des véhicules électriques ou pas? Peut-être. Parce qu'il y a comme certains maires qui veulent évacuer les voitures thermiques. Oui, mais ce serait une erreur, y compris si 100% des véhicules étaient électriques, on en est encore très très loin, tous les véhicules ne se rechargent pas tout le temps. Et donc même dans cette hypothèse, dans ce monde qui n'existe pas, qui existera peut-être un jour, j'en doute, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'équiper 100% des places en borne de recharge. Ce serait une aberration et ce serait beaucoup d'investissements pour rien.
Ouais. Donc on considère, nous, qu'on a un taux d'équipement optimal. Prenons l'exemple de la Norvège, pays où le véhicule électrique a le plus pénétré dans les flottes. Il y a 6% des places qui sont équipées en borne et ça suffit aujourd'hui. Ah oui, 6%, ça paraît très peu, mais d'accord, ok. Oui, parce qu'on ne se recharge pas tout le temps, bien tous sûr. les jours. Ouais. Comment est-ce que vous réagissez par rapport, on voit bien de plus en plus, il y a même des tas d'applications pour louer sa voiture, une sorte d'ubérisation de sa voiture, de l'environnement de la voiture. Donc ça arrive aussi pour les places de parking. Comment est-ce que vous réagissez comment vous agissez par rapport à ça? C'est-à-dire au fait. Par exemple, moi, je peux louer mon parking pendant le week-end, par exemple. Je peux. Écoutez, si vous êtes chez vous, vous avez tout à fait le droit. Dans nos ouvrages, c'est un peu plus compliqué, mais on a des solutions. Mais il y a aussi des acteurs digitaux qui font ça très bien, qui permettent justement de faciliter ce type d'usage. Mais très honnêtement, c'est pas un phénomène qui a beaucoup impacté notre activité parce qu'on est vraiment sur des usages très particuliers. Finalement. On a probablement quelques abonnés qui sont plus chez nous, voilà. Donc vous avez cité OnePark et il y en a quelques autres, mais pour l'instant c'est pas un sujet pour nous. Mais pour vous, c'est pas éventuellement une nouvelle activité potentielle? On l'avait travaillé, on saurait faire, mais vous savez, on aime bien se concentrer. On a déjà beaucoup à faire dans nos ouvrages. Il y a quelques pays où on y travaille également. On a une filiale qui s'appelle Bipark, qui est une compagnie belge qui se déploie aussi en France, qui justement est sur ce créneau, qui est capable justement d'aller exploiter des parcs de stationnement qui lui sont mis à disposition par des propriétaires. Oui, parce que ça fait partie de la nouvelle mobilité, ça aussi. Vous voyez, de nouveaux usages. C'est absolument. Je pense qu'on est dans un monde où la sobriété est devenue un maître mot. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a avant de reconstruire? Vous posiez la question au tout début de l'entretien de est-ce que vous construisez des parkings? S'il n'y a pas besoin de construire, il ne faut surtout pas construire. Nous, je rappelle, on ne vit pas de parcs à construire, on vit de places de stationnement payantes avec des gens qui les utilisent. Je reviens juste sur ce que disait hier le patron Philippe Pascal, patron d'ADP des aéroports de Paris. Il nous disait que le nombre de passagers a augmenté d'une manière très, très significative en 2025. Et il disait notamment chez les jeunes, en fait. Aujourd'hui, il y a un voyageur sur deux qui est un jeune, alors qu'on avait le sentiment qu'il n'était plus question de prendre l'avion parce qu'on ne consommait plus, parce que c'était très, très mauvais pour le bilan carbone. Oui, c'est les mêmes jeunes qui refusent de prendre la voiture. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, comme quoi, on voit bien qu'il y a des petites contradictions. Comment ça se passe à l'étranger? Est-ce que vous parlez de la Norvège, vous êtes présent, mais vous êtes aussi très présent au Brésil, en Espagne? Mais on est très présent effectivement au Brésil, en Colombie, en Espagne, en Belgique. C'est des terrains d'expression très très différents. Vous imaginez bien que la place de la voiture telle qu'on la questionne à Paris, c'est typiquement parisien, c'est même typiquement européen dans les grandes métropoles. On n'a pas du tout ça à Sao Paulo ou à Bogota, en Amérique du Sud. Là, on est sur des sujets où il y a un manque d'infrastructures, donc on doit construire des parkings. La démographie est très dynamique, les classes moyennes sont également très dynamiques, et donc on a un parc automobile qui grandit d'année en année avec un problème pour les collectivités qui est de gérer justement le stationnement alors qu'elles sont en retard sur les Et c'est toujours géré par les collectivités, y compris dans les autres pays? Non, oui, il y a des parcs dans tous les pays qui sont gérés par les collectivités. Après, vous avez des modèles différents. Sur le continent américain, le plus fréquent, c'est que vous avez beaucoup de parkings qui sont en fait propriété d'opérateurs privés, qui peuvent être par exemple un parking de centre commercial, qui est évidemment possédé par le propriétaire du centre commercial, pour avoir des parkings d'hôpitaux, etc. Et donc nos contrats dans ces pays-là sont avec ces propriétaires privés. Donc on n'est pas en contrat avec la ville, on est plutôt en contrat avec des grands propriétaires privés. On investit avec le même modèle d'investissement et de temps long dans un bail, finalement. C'est un bail amphithéotique ou un bail de combien de temps? Exactement, un peu comme quand vous louez un appartement. C'est un peu différent parce qu'on a de gros travaux, mais effectivement, c'est un peu ce principe. C'est le même modèle que la concession, mais passé avec un opérateur privé. Et qui dure combien de temps? Ça va dépendre de l'investissement, mais vous avez 5, 10, 15, 20 ans. Ok, et avec les collectivités locales, c'est combien? Ça va dépendre là aussi du niveau d'investissement, mais les derniers contrats qu'on ait pu signer vont jusqu'à 30 ans. Quand il faut construire un ouvrage nouveau, comme on l'a pu le faire récemment à Saint-Jean-de-Luz, comme je l'évoquais, ou à Tignes, effectivement, là, il faut beaucoup de durée pour amortir l'investissement important qu'on mentionnait. Ouais. Et on peut imaginer qu'à un moment, il y a des parkings aujourd'hui privés sous des immeubles qui soient à un moment gérés par Indigo? Absolument, et on en a un certain nombre, soit parce qu'on en est nous-mêmes propriétaires. On a un certain nombre à Paris où on est propriétaire, par exemple, les parkings qui sont sous les Galeries Lafayette, vous connaissez sans doute.
Indigo, on en est propriétaire. Non, mais je parle des privés, des habitants. Oui, c'est tout à fait possible. Avec une particularité, c'est qu'effectivement, en général, ces parkings ne répondent pas tout à fait aux mêmes normes techniques. Non, c'est sûr. C'est un peu subtil, donc on ne pourrait pas y faire les mêmes choses qu'ailleurs. Mais on saurait très bien faire, oui, absolument. Toute dernière question, Sébastien Fraisse. Pour vous, les grands enjeux 2026, au-delà des élections municipales, est-ce qu'il y a beaucoup de concessions qui vont être mises en cause, à votre avis ? Je dirais que de toute façon, les concessions, elles vivent leur rythme, elles ont un cycle, elles ont une durée. Donc, entre guillemets, le changement d'équipe municipale, si on en était là, n'a pas vocation à mécaniquement remettre en cause cette durée. Après, il peut y avoir des projets différents, et donc on verra. Mais non, ce qu'on a constaté, c'est assez habituellement, c'est que plutôt un ralentissement des appels d'offres avant les élections, parce que les équipes en place ne souhaitent pas forcément s'engager sur la durée à la veille d'un nouveau mandat ou d'une élection. Je dirais que les principaux enjeux, effectivement, pour nous, sur l'année qui vient, c'est de continuer notre croissance, bien entendu, en adressant tous les segments de marché. Et notamment, on a un beau sujet qui concerne Paris, mais pas que, potentiellement, qui est que dans ces parcs qui ont pu, moins qu'auparavant, qui ont moins de voitures qu'avant, on a un certain nombre de surfaces qui sont disponibles. Donc, on est en train de transformer lourdement, avec pas mal de beaux projets, justement pour transformer ces surfaces en d'autres activités et héberger d'autres activités. On a des partenariats avec des opérateurs du stockage. On a des partenariats assez importants en termes d'ingénierie pour transformer ces surfaces en plateforme de logistique urbaine. Donc, ce sont des vrais thèmes nouveaux pour nous qui viennent adresser, comme je vous le disais tout à l'heure, l'enjeu pour nous, c'est de coller aux besoins des villes tels qu'ils évoluent. Et, voilà. Donc, ils évoluent beaucoup. Merci d'être venu nous expliquer un peu cet enjeu. Je dirais qu'a priori, ce n'était pas aux yeux, mais en fait, on voit bien que, même pour nous, citoyens, c'est un enjeu personnel, en tous les cas, important. Écoutez, on en est très fiers de s'occuper de ça. Merci beaucoup, Sébastien Fraisse, donc le président du directoire du groupe Indigo. Dans un instant, on va parler de guerre. On va parler d'une guerre dans l'intelligence artificielle avec Erwan Kérodi, que vous connaissez, qui est le président fondateur de Cybelle Angel. Et puis ensuite, on parlera de la guerre en Iran avec tous ces derniers développements avec Emmanuel Dupuis, qui est enseignant géopolitique et président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Pas tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.